3 mois plus tard, je rachetais ma première boîte, avec les économies de mes parents. Ils m'ont prêté 500 000 francs à l'époque, donc je me suis retrouvé tout de suite dans le grand bain et dans la galère directe. Au bout de 3 mois, j'avais perdu les économies de mes parents. Et nous, notre métier, en fait, c'est d'être l'investisseur de gens de talent. En gros, si t'as pas de talent, tu nous intéresses pas. Si t'as du talent, on va t'aider. Si t'achètes un studio, tu vas faire 20 000 euros par an. Nous, on a 110 millions d'euros de loyer. Quand on a fait notre outlet à Villefontaine, on a sorti 400 personnes du RSA. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Philippe aujourd'hui, merci d'être présent. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Salut Yoni, je m'appelle Philippe Journeau, j'ai 62 ans, 3 enfants et j'ai fondé il y a 34 ans la compagnie de Facebook. Okay, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur qu'est-ce que c'est et quelle est votre activité aujourd'hui? En fait, personne ne connaît la compagnie de Facebook, mais tout le monde connaît les lieux de la compagnie de Facebook parce que on a développé des méga retail parks et on est présent dans quasiment toute la France. Donc, si tu habites dans les Yvelines, dans l'Essonne, dans le Val d'Oise, du côté d'Angers, du côté de Metz, du côté de Tours, du côté de la Côte d'Azur, tu sais pas, mais tu peux pas m'échapper. Puisque, en fait, nos clients sont des gens comme Boulanger, Decathlon, toutes les grandes enseignes de la distribution sont nos clients. On a Primark, on a Zara, etc., etc. Et en fait, on a été les premiers à créer des lieux de vie radicalement différents de ce qui existait. Et généralement, quand on est là quelque part, les gens adorent nos endroits. On a fait une étude récemment sur un de nos derniers sites qui s'appelle The Village à Lyon, qui est l'outlet, le village de marque de Lyon. Les gens adorent, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire des lieux hyper sympas, où les gens trouvent un intérêt financier à y aller, donc c'est toujours moins cher. Soit tu as des discounters, des gens comme Action, etc., où les gens font des bonnes affaires, soit tu vas acheter la marque de tes rêves avec du 30, 40, 50%. C'est le cas de notre outlet de Lyon. Et on fait ça, on a bâti cela avec quatre principes. Une architecture exceptionnelle, chez nous c'est toujours super beau. Une écologie exceptionnelle depuis très très longtemps. Tu vois, ici, on est chauffé et climatisé par la géothermie depuis 15 ans, alors qu'à l'époque, personne n'en parlait. Un bien-être pour les gens qui soit canon, donc on veut que les gens se sentent bien dans nos endroits, et un digital évidemment canon, parce que c'est notre époque, tout simplement. Combien de sites, de collaborateurs, de chiffre d'affaires aujourd'hui? En fait, chez nous, on compte beaucoup en nombre de mètres carrés, on compte en nombre de baux. On a 700 locataires et on a à peu près 700 000 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup de grandes surfaces. La plus petite, je crois, fait 100 mètres carrés et la plus grande fait 17 000 mètres carrés. Tu vois. Donc, ça fait des choses qui sont très importantes. Et je disais, si tu vas à Plaisir dans les Yvelines, à Sainte-Geneviève-des-Bois, tu peux pas nous échapper. Ok. Donc toi, les clients, c'est pas au final les personnes qui viennent acheter, mais c'est bien les entreprises. Oui, mais nous, on a compris une chose, c'est que si on voulait que les entreprises, les retailers marchent bien, il fallait bien traiter leurs clients. Bien sûr. Et donc, du coup, on a créé des lieux, tu vois, avec des shows comme à Dubaï et à Las Vegas. Tu vas à Lyon, tu as des shows dignes de Dubaï, sans aucun problème. On fait des lounges hyper luxueux pour les meilleurs clients, etc., etc. On veut que les gens se sentent bien chez nous. Et donc, du coup, alors au début, les enseignes ne comprenaient pas ce qu'on faisait, mais en fait, maintenant, elles ont vraiment compris. Parce qu'avant, elles voulaient être en solo dans un magasin moche où elles payaient le moins cher possible. Et quand on leur a fait du beau, hyper vert, etc., etc., au début, ça leur plaisait pas, mais on leur a imposé. Et aujourd'hui, c'est devenu une norme de marché. Et c'est ça qui fait la différence avec Compagnie de Facebook, c'est que le développement durable, ça fait depuis 2004 qu'on a investi dedans. L'architecture, la vraie architecture, c'est-à-dire ce qui fait que ta ville est belle et que tu as envie d'être dans ta ville, on a investi dedans aussi depuis 2004. Et on est vraiment content d'avoir fait ça, quoi. Bon, alors, aujourd'hui, voilà, vous avez des milliers et des milliers de mètres carrés. Certaines des plus grandes entreprises françaises vous font confiance, mais j'imagine que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as réalisé que tu avais peu envie d'entreprendre? Alors, je me suis jamais posé la question. En fait, moi, j'ai fait des études. J'avais une mère qui était institutrice, un père petit commerçant dans le 13e arrondissement. Et j'ai une particularité dans ma famille. J'ai une sœur qui est aveugle de naissance. Donc, j'ai été élevé avec le sens de la responsabilité, le fait qu'il fallait
que je sois capable de m'occuper de ma sœur quoi qu'il arrive. Et donc j'ai été formé avec ça et avec cette forme de pression. Donc j'ai fait des études, des belles études. Hein. J'ai passé plusieurs années au lycée Henri IV à force de travail. J'ai fait des secs et je suis sorti en juin 86 de l'ESSEC et 3 mois plus tard, je rachetais ma première boîte avec les économies de mes parents. Ils m'ont prêté 500 000 francs à l'époque et j'ai racheté tout de suite une boîte parce que je me sentais pas bien dans un système où je faisais une carrière dans une entreprise, etc., etc. Et je me suis jeté dans le bain direct. Donc en fait, je me suis pas vraiment posé de questions et j'y suis allé direct en fait. C'est comme quand tu te jettes à l'eau, tu vois, tu es sur un bateau, tu dis j'y vais pas, bah à un moment donné, il faut que tu y ailles quoi, sinon... Et quelle était cette opportunité? Comment est-ce que tu as trouvé cette boîte? C'était mon oncle, j'avais un oncle qui était expert comptable, paix à son âme, il est décédé. Il m'avait fait investir dans une boîte qui était filiale d'un groupe textile. Et on avait fait une énorme bêtise, c'est qu'on n'avait pas audité le groupe textile au-dessus. On ne savait pas qu'ils allaient très mal, donc je me suis retrouvé tout de suite dans le grand bain et dans la galère directe. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'avais perdu les économies de mes parents. Et alors que j'ai mis 2 ans et demi à récupérer, ensuite j'ai fait 2-3 fois la mise. Et puis ensuite, j'aurais évidemment rendu leur argent parce que c'est grâce à eux que j'ai pu vraiment démarrer. Et ensuite, j'ai créé la compagnie de Fasbourg avec un associé que j'avais rencontré sur les bancs de l'école, en fait, tout simplement. Et on a fait du restructuring. On a acheté des boîtes en retournement pendant 7 ans. D'accord. Et en 95, lui, il avait fait HEC. Il s'est dit, écoute, il y avait les grèves Juppé. Alors, la plupart des gens qui nous regardent savent pas ce que c'était, mais en 95, il y a eu un blocus de Paris pendant le gouvernement Juppé. Et là, il s'est dit, ce pays est foutu. Il est allé faire Harvard et il est allé dans la Silicon Valley. Il m'a revendu ses parts de la compagnie de Fasbourg. Et moi, je me suis retrouvé un peu seul et j'ai trouvé mon talent. Parce qu'il y a un truc qui est important, c'est trouver son talent. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et j'ai trouvé mon talent qui était l'immobilier commercial. Donc, je suis devenu investisseur pour Boulanger, pour Decathlon, pour des chaînes comme ça. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est super, on gagne plein d'argent, mais c'est vraiment moche. Et donc, je vais essayer de faire beau. Et mon obsession, c'était de faire beau. Parce que quand tu fais beau pour les gens, eh ben, tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose, tu leur apportes du respect, tu leur apportes un supplément d'âme, et tu leur apportes quelque chose dans leur vie. Voilà. Et donc, c'était ça, ça a toujours été ça mon truc, c'est de faire beau. Et parfois, je dis à mes collaborateurs, non mais attends, moi je peux pas faire un projet comme ça, peut-être qu'on gagne plein de fric, mais c'est moche, je veux pas le faire. Okay. C'est vraiment notre truc. Et ensuite, évidemment, nous on a compris des choses avant les autres, on a compris par exemple que les entrées de ville c'était quelque chose d'important, parce que c'est ton premier sourire, l'entrée de ville. Tu rentres dans une ville, quand tu viens de Roissy et que tu rentres dans Paris, tu peux penser aux Japonais qui pourraient faire la tête en se disant c'est quand même pas une ville canon, alors que Paris est une ville canon. Donc c'est important les entrées de ville, donc on a voulu travailler là-dessus. Et ensuite, par extension, on a fait d'autres choses, tu vois, on a fait des trucs rigolos, on a fait de l'hospitality, on a fait de l'hôtellerie, on a fait le Soho House Paris, on s'est éclaté en faisant ça, on a trouvé ça génial. Et voilà, et ensuite ça te fait un parcours en fait. Et je pense qu'on a vraiment pas mal de choses à aborder sur la partie promotion. Juste avant d'aller là-dessus, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, c'est justement le fait de racheter et restructurer des entreprises. Tu as dit que tu l'as fait plusieurs fois, si tu peux nous expliquer un petit peu quel était ce procédé, comment est-ce que tu trouvais sélectionner la bonne entreprise, et ensuite qu'est-ce que tu faisais une fois que tu l'avais rachetée pour faire en sorte qu'elle s'assainisse. Mais on bossait comme des chiens. C'est-à-dire que le sujet, c'est que c'est très très dur, parce que quand une entreprise arrive en difficulté, c'est qu'elle a fait des erreurs stratégiques, elle a fait des erreurs de marketing, peut-être que son produit n'est pas au point, etc. etc. Ou peut-être qu'elle a simplement été dépassée technologiquement, c'est-à-dire son business avait plus de valeur en fait en réalité. Et donc c'est très très dur. C'est pour ça que moi je respecte beaucoup les gens qui essayent, mais je sais combien c'est dur en fait en réalité. Et d'ailleurs ces dernières crises, la crise de Lehman Brothers et même la crise de la Covid, on n'a pas du tout cherché à racheter la moindre entreprise en difficulté parce qu'on sait combien c'est dur. Et d'ailleurs les mecs qui l'ont fait, ils se sont plantés. Mais quand tu démarres avec rien, que tu es jeune et que tu veux y arriver, évidemment, c'est quelque chose qui te permet de, si tu réussis, de bien fonctionner. Nous, on a eu du bol au début. On avait acheté une boîte en 89
qui faisait des temps de structure podium. Elle avait deux clients principaux. Elle était en dépôt de bilan. Elle avait deux clients principaux. L'un, c'était les deux extrêmes. C'est la fête de l'UMA et Hermès. Et donc, et on a démarré avec mon associé. On a bossé, mais je sais pas, on bossait 18 heures par jour, quoi. Et j'avais réussi à gagner le contrat de changement des décodeurs de Canal+. Et mon associé, qui était plus prudent que moi, en fait, me dit, mais Manon, avec ce contrat, on vend. Et on a eu du bol parce qu'on a fait 85 fois la mise en 1 an et demi. Et on a signé la promesse le 24 juillet 90. Et dans le business, de temps en temps, il faut avoir du bol. Parce que le 1er août, tu as eu la crise du Golfe et la guerre du Golfe. Ouais. Donc, tu vois, mais ça va pas empêcher que ce marché s'est évidemment développé après, mais nous, on avait vendu, et ça nous a lancé, en fait, dans les affaires. Et après ça, on a racheté d'autres trucs, mais quand il est parti, j'ai trouvé ce que j'aimais faire, en fait, tout simplement. Donc, vous avez cette phase où vous rachetez des entreprises, etc., vous les revendez, et comme tu l'as dit, tu découvres à un moment ta passion qui est la promotion. Comment est-ce que ça se fait et comment est-ce que tu commences à... C'était dans une entreprise qu'on avait achetée, il nous restait un terrain, et puis on avait acheté ce qu'on appelle en VFA, en vente en état futur d'achèvement, une coque de magasin, et on a trouvé un premier partenaire qui a été boulanger. Et une de mes fiertés, tu vois, dans mon boulot, c'est que 25 ans plus tard, mon premier partenaire, ça reste boulanger, et nous, on est un de leurs tout premiers partenaires, quoi. Donc c'est cool, on a fait, je sais pas, 15 ou 20 opérations ensemble, et à chaque fois qu'on se voit, on est content, quoi. Donc, et ça fait aussi partie de notre ADN, tu vois. On est des gens fidèles, on essaye d'être le plus clean possible avec nos interlocuteurs. Et quand tu as ton premier client, le numéro 1, qui 25 ans plus tard reste le numéro 1 chez toi, tu peux te dire que quelque part, tu as fait un bout de chemin qui valait la peine, quoi. Voilà. Du coup, donc, tu as cette enseigne, vous faites quoi en fait concrètement dans les débuts? C'est quoi? C'est j'achète un terrain, je fais les travaux, je trouve le locataire. C'est quoi un peu C'est exactement ça. Notre business model, c'est que tu achètes un terrain, tu essayes de faire un projet, tu trouves le locataire, ensuite tu finances, ensuite tu construis, parce qu'on construit nos bâtiments, et ensuite tu loues. Donc ça veut dire que tu gères. Et en fait, chez nous, il y a à peu près 10-15 000 personnes qui bossent. Même si ce ne sont pas les salariés de la compagnie de Strasbourg, tu vas à Lyon, à The Village, tu as 1200 personnes qui bossent. Donc c'est beaucoup de monde, quoi, tu vois. Donc, et c'est une responsabilité. On a une équipe à nous d'une quinzaine de personnes là-bas, mais en réalité, notre impact économique, c'est pas 15 personnes, c'est 1200 personnes sur ce site. Et au total, c'est un impact économique d'une quinzaine de milliers de personnes. Et donc à ce moment-là, bon, j'imagine que tu n'es pas le seul promoteur immobilier en France à te focaliser sur ce groupe, sur ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te permet, toi, de partir de un magasin au départ à aujourd'hui où tu as des sites C'est d'abord de comprendre ton client, de comprendre le besoin de ton client. Si tu veux, tu avais des promoteurs immobiliers, quand les gars leur demandaient un quai de déchargement, ils leur disaient je vais vous faire payer un quai de déchargement, moi je vous le fais pas, etc. etc. Et pour moi, c'était évident que quand tu livres un semi-remorque, c'est mieux que tu aies un quai de déchargement. Donc je leur disais bah oui, bien sûr. Tu avais des promoteurs qui disaient je vous fais pas les vitrines. Je dis bah non, moi je te loue avec tes vitrines. C'est un truc. Donc c'est de te mettre à la place de ton client. D'aimer ton client, parce que si tu n'aimes pas ton client, change de métier. Alors ça ne veut pas dire que les clients ils sont faciles, hein, ils ne sont pas faciles du tout d'ailleurs. Mais si tu n'aimes pas ton client, change de métier. Et puis troisièmement, on était obsédé par l'emplacement numéro 1 et le beau. J'ai des sites, à Antibes par exemple, j'ai un magasin Decathlon, ou à Plaisir j'ai un magasin Decathlon, ça fait 25 ans qu'on les a. Ils sont là, ils ne bougent pas, tu vois, et c'est canon. Et nous, notre métier, en fait, c'est d'être l'investisseur de gens de talent. En gros, si tu n'as pas de talent, tu ne nous intéresses pas. Si tu as du talent, on va t'aider. On va t'aider en te donnant des outils, en te permettant de te développer, etc., etc. Et très souvent, on a fait partie des premiers qui croyaient aux enseignes. Tu vois, aujourd'hui, l'enseigne préférée des Français, c'est Action. Bah, nous, ça fait des années qu'on travaille à Action. Et je peux dire avec fierté qu'on était la première grande foncière à croire en ce concept. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à nos clients. Ce n'est pas simplement une ligne de finance. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes à la communauté, qu'est-ce que tu apportes aux gens, et est-ce que tu vas marcher? Et quand on pense que le gars va pas marcher, on lui dit bah, je suis désolé, c'est pas possible, c'est pas pour vous. Donc tu vois, c'est ça notre alchimie. Et puis le beau, parce que quand tu fais beau et que tu as la bonne enseigne, eh ben, t'as pas de problème. Toi, au cours de cette progression dans le business, j'imagine que ton rôle a évolué. C'est quoi un peu,
disons, ta recette magique, l'endroit sur lequel tu te concentres, là où tu es le plus efficace pour faire progresser ton entreprise? Alors, d'abord, il n'y a pas de recette magique. Il y a des choses que tu aimes faire et il y a des choses que tu n'aimes pas faire. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu saches que tu vas passer beaucoup de temps sur des choses que tu n'aimes pas faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est les projets. Ce que j'aime faire, c'est construire les projets. Ce que j'aime faire, c'est dire c'est telle enseigne qui va cartonner à tel endroit. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quand tu as des clients qui sont contents. Ils sont contents, ils reviennent. Et toi, tu es peinard. Quand mon entreprise a grandi, je me suis retrouvé à faire des choses que j'aimais de moins en moins faire. Et ça, c'est le côté un peu pénible d'une entreprise qui grandit, en fait. Par exemple, j'aime aller sur le terrain. Tu passes beaucoup de temps à faire de la représentation et pas assez aller sur le terrain. Tu vois le truc? Oui, bien sûr. Bon. Alors, de temps en temps, quand ils voient que je commence à m'énerver, j'ai mes collaborateurs qui me disent « Tiens, allez faire un tour dans vos centres commerciaux. » Et je reviens, je dis « Waouh, c'est super, quel beau métier on fait, etc. etc. » Parce que tu réalises parce qu'on a, nous, la chance de bosser sur un truc qui est concret. Tu vois, c'est quand même... on a quand même cette satisfaction de dire « Ok, ça, tu l'as fait, c'est concret, ça existe, quoi. C'est physique. » Mais quand tu es dirigeant d'entreprise, tu dois faire le job. Donc, ce que tu n'aimes pas faire, tu le fais quand même. Et de préférence, si tu arrives à trouver des gens meilleurs que toi pour faire ce que tu n'aimes pas faire, eh ben c'est bien parce que peut-être que eux, ils seront meilleurs que toi, en fait. Si tu peux nous raconter un petit peu aujourd'hui, c'est quoi une journée typique dans ta vie de chef d'entreprise? Ah, c'est un truc d'esclave. C'est un truc d'esclave. Enfin, ça commence le matin allez, moi, je suis pas un travail tôt. Je démarre à 9h, mais je finis à 22h, 23h. Hier, j'ai fini à 23h. Mais quand tu le fais avec passion, c'est cool. Donc, il y a aujourd'hui, par exemple, dans l'immobilier, tu discutes beaucoup avec tes banquiers. Parce qu'il suffit de lire la presse, on a l'impression que tout l'immobilier va s'effondrer, etc. Tout ça, c'est des conneries. Simplement, on était dans un secteur sur lequel on payait des taux d'intérêt à zéro, donc c'est comme si on te donnait de l'argent pour aller faire la fête. Donc, tu fais la fête, et un jour, on dit, bon, attention, la fête est finie. Aujourd'hui, donc on discute beaucoup avec des banquiers, on discute beaucoup avec les enseignes. Ce matin, j'ai croisé 2 enseignes, j'ai parlé avec 3 enseignes ce matin. Et puis suivant les semaines, tu as des priorités qui sont légèrement différentes. Là, aujourd'hui, on est moins sur le développement, on est plus sur la consolidation de nos actifs et la réalisation des projets qu'on a déjà engagés. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de nouvelles affaires, on en a plein. On cherche à les sortir, donc à sortir ces affaires et à sécuriser notre patrimoine. C'est ça notre truc aujourd'hui. Mais je te dis ça, il se peut que la semaine prochaine propose une super affaire et que j'y aille. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on est très très focus sur notre boulot pour vérifier que nos sites ils soient canons. Tu vois, par exemple, on te parlait des difficultés de la consommation. Moi, j'ai des sites comme l'Atoll à Angers, on a plus 60% de fréquentation. J'ai des sites comme The Village, où on a plus 70% de chiffre d'affaires par rapport à 2019, qui était l'année de référence avant la Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a des équipes super, parce qu'on fait ça avec passion, parce qu'on aime nos clients, on aime les gens qui viennent dans nos centres, et ils le voient, en fait, ils le voient physiquement, donc du coup, eux-mêmes, ils aiment nos centres, et on essaye d'avoir cette alchimie qui soit cool pour tout le monde, en fait. Donc ma journée, il n'y a pas une journée type où tu arrives le matin au bureau, tu lis la presse, et puis machin, c'est pas du tout ça. C'est une journée sur laquelle, tu vois, par exemple, ce week-end, aujourd'hui, on est vendredi, demain, je vais bosser à Nice. Je prends un avion à 11h, je vais bosser à Nice et à Antibes. Après-demain, je fais Nice, je vais bosser à Lisbonne. D'accord ? Dimanche soir, je vais bosser à Porto. Je vois des gens, des élus de la ville de Porto. Et lundi soir, j'ai des trucs à Paris. Bon, voilà, je t'ai pas fait une journée, mais je t'ai fait mon week-end. Ouais. Donc, et souvent, le week-end, on va visiter les centres commerciaux, on regarde ce qui se passe, parce que c'est quand les gens sont là que tu comprends vraiment ce qui se passe. Tu vois ? Donc, il faut aller quand il y a du monde. Ouais, tu vois s'ils kiffent, s'ils sont contents, tu sens les choses. Moi, je suis un intuitif, et de toute façon, les entrepreneurs, c'est souvent des super intuitifs. Et qu'ils soient petits entrepreneurs ou très grands entrepreneurs. Je peux te dire que Bernard Arnault, c'est un super intuitif. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc voilà, tu vas sur le terrain, tu vérifies que
que la promesse que tu fais à tes clients, elle est bien réalisée dans la réalité. Et ça, généralement, je le fais le week-end parce que c'est là qu'il y a les clients. Par exemple, imaginons tu vas justement dans un de tes centres, tu vas faire quoi? Tu vas regarder comment les gens se comportent, tu vas te dire, pour le prochain, il faut qu'on fasse l'entrée plus large. Alors d'abord, une première chose, c'est que je préviens toujours quand je viens. Ok. Je prends jamais mes collaborateurs par surprise. Bien sûr. D'accord? Non, il y en a qui aiment bien prendre leurs collaborateurs par surprise. Moi, je le fais jamais. Je les préviens. Et généralement, quand je les préviens, j'ai mon associé qui bosse avec moi depuis 15 ans, qui est le patron de tout l'asset, et qui est un type super, qui a un parcours exceptionnel. Il était maître d'hôtel, on l'a connu. Qui passe 3 jours avant et qui leur dit, voilà, je vous préviens, Philippe, il va arriver, il va vous dire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Évidemment, j'y vais et je leur fais la même chose. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais je vais jusqu'à vérifier les toilettes, moi. Donc je vais aux toilettes et je regarde si c'est propre, parce que si tes toilettes ils sont pas propres, ça veut dire que t'as pas le respect pour ton client. Donc tu vois, tu as des choses qui peuvent avoir l'air mineures, mais qui sont importantes. Donc on fait ce travail-là et on tourne dans le centre et on regarde strictement tout. Et on fait une to-do list pour le directeur du centre. Bon, généralement, ils ont quand même l'impression de passer un examen où je leur dis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et parfois je me dis à part ça, c'est vachement bien les mecs. Donc tu vois, donc c'est aussi ça, mais à un moment donné, l'excellence, nous, dans nos valeurs, nous, on a tout construit autour de 5 valeurs et de 4 piliers. Les 5 valeurs, c'est l'excellence en permanence, c'est le dépassement, c'est ce qui te fait démarrer par un magasin de 2000 m² et de faire des projets de 100 000 m². Je ne sais pas si tu sais, mais l'atoll, c'est 100 000 m², tu peux mettre le Stade de France dans l'atoll. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. C'est-à-dire que c'est une ellipse, le tour extérieur de l'ellipse fait 2 km, le tour intérieur fait 1 km. C'est gigantesque. Bon. Chaque mètre carré est pensé. Et on réinvestit. Donc, si tu veux, donc il y a l'excellence, il y a le dépassement, il y a l'esprit d'équipe, il y a évidemment l'éthique, parce que sans éthique, t'as pas de société, en fait, tout simplement. Et t'as l'amour du client. Et c'est pas dans un ordre déterminé, les 5 sont aussi importants. Les 4 piliers, c'est une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être pour ceux qui travaillent, qui y vivent ou qui vont faire leurs courses exceptionnelles, et un digital exceptionnel. Nous, on sait tout sur tout dans nos sites. On a des capteurs partout dans tous les sens, et on sait vraiment tout ce qui... Donc le digital, les gens pensent aux influenceurs, on a des influenceurs internes, etc. Mais le plus important, c'est la data, en fait. Parce que tu rentres, tu sais, moi, je peux te dire, et je ne vais pas te le dire, mais je peux te dire quelles enseignes sont en forme, quelles enseignes sont fatiguées, quelles enseignes galèrent, etc. On le sait, nous. Ok. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent ou qui sont dans le début de leurs activités qui nous regardent. Toi, avec toute ton expérience aujourd'hui, quel conseil tu leur donnerais? Trouvez là où vous êtes bon et allez-y. Ça ne veut pas dire trouver ce que vous aimez faire. Trouvez là où vous êtes bon. Parce qu'il y a quand même des métiers où, sincèrement, tu peux être passionné, mais si tu veux, c'est des super métiers, mais la bouffe pour chien, si tu veux, tu peux pas dire c'est ma passion, c'est la bouffe pour chien, parce que généralement, le mec, il n'a pas goûté. Hein, donc, voilà. Donc, trouvez là où vous êtes bon. Et ensuite, si en plus c'est un truc que vous aimez faire, vous avez une vie professionnelle magnifique devant vous. Mais moi, ce que je pense, c'est que, pour ma part, hein, c'est difficile de se passionner pour l'augmentation de ton EBITDA, quoi, tu vois. À un moment donné, tu peux pas résoudre une vie de travail, ramener une vie de travail à ça, quoi. Tu peux la ramener à des moments, tu peux la ramener à des réalisations, tu peux la ramener, tu vois. Mais je veux dire, tous les entrepreneurs, ils vont pas se dire, moi, je vais faire tant d'EBITDA dans 17 ans, quoi. Tu vois, c'est voilà. Donc, trouvez là où vous êtes bon et faites-le. Et donc, du coup, ça t'ouvre tous les champs des possibles. Parce que tu as des métiers sur lesquels les mecs, ils peuvent se dire c'est des métiers qui sont pas à la mode, ou des métiers sur lesquels un mec qui bosse dans le pétrole aujourd'hui, si tu veux, il peut se dire waouh, c'est horrible, mais tu as Kretinsky, il a fait sa fortune en allant acheter des mines de charbon dont personne ne voulait plus. Et comme par hasard, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les mines de charbon ont rouvert. Le mec a gagné beaucoup d'argent. Donc tu peux pas te dire je vais me passionner sur un conteneur. Mais tu peux te dire que tu participes au commerce mondial quand tu t'appelles Saadé, quoi, si tu vois. Donc, trouve là où tu es bon et fais-le honnêtement. Voilà. Et avec ça, si tu le fais honnêtement et que tu bosses beaucoup, tu vas réussir. Et il ne faut pas croire quand tu es entrepreneur que
rester dans son lit et rêver qu'on est en train de réussir, ça t'amène à la réussite. C'est énormément de travail. Il y a un truc qui m'a marqué hier soir. Si t'aimes le foot, ce qui est mon cas, t'as vu qu'Mbappé est sorti lors du Classico. Donc tu t'es dit, putain, le mec, il est blessé, etc., etc. Hier, il montrait l'entraînement d'Mbappé tout seul sur le terrain. Je peux te dire que le gars, il est allé bosser. Hein. Et donc, t'es pas un génie par hasard. Donc, t'as un peu de génie, t'as beaucoup de travail. Justement, ça m'amène sur une question. Je sais pas, les chiffres en termes de chiffre d'affaires, etc., c'est public sur votre groupe ou pas? Tu peux nous donner un ordre de grandeur? Non, mais nous, en fait, on raisonne en termes de loyer. Ok. Bon, ok. Par exemple, si tu t'achètes un studio et que tu vas louer un studio, tu vas faire 20 000 euros par an si c'est un studio à Paris de loyer, et tu vas faire 10 000 euros par an de loyer si tu es en province. Pour faire simple, bon, nous, on a 110 millions d'euros de loyer. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Avec 110 millions d'euros de loyer, une entreprise aussi importante, etc., une indépendance financière, qu'est-ce qui, toi, te motive encore, tout comme Mbappé le motive encore à travailler? Je ne vais pas me comparer à Mbappé parce que lui, c'est un autre... Vraiment, faut rester humble. Non, mais on aime ce qu'on fait et puis tu as de la responsabilité, en fait, à un moment donné. Et puis, on a des projets fantastiques. On a vraiment des projets fantastiques. C'est-à-dire que c'est motivant, dans mon métier, c'est motivant d'avoir des projets fantastiques. Un grand sportif, il va vouloir gagner une compète. Mais nous, on réalise nos projets, et puis c'est long, nos projets. Tu sais, tu as des projets que j'ai commencé en 2006. J'en ai un qui est un de mes plus beaux projets, je l'ai commencé en octobre 2006. Il se trouve que le 26 septembre 2006, j'ai eu un fils. Il mesure 1m85. J'ai pas encore ouvert le projet, t'imagines le truc? Donc, non, voilà, c'est ce qui nous motive, c'est de faire des choses qu'on aime, quoi. Et puis, quand même, on a le sentiment qu'on apporte quelque chose à notre pays. Parce qu'on apporte quand même des infrastructures qui sont canons. Moi, une de mes fiertés, c'est quand il y a eu Lehman Brothers en 2008, j'ai investi 100 millions d'euros et j'ai donné ma caution personnelle pour faire un centre commercial à Sarcelles. Et ben, je peux te dire que les 800 emplois qu'on a créés là-bas, c'est cool. Parce que personne n'y serait allé. Quand on a fait notre outlet à Villefontaine, on a sorti 400 personnes du RSA. Tu vois? Et en plus, ça marche. Donc, tu vois, tu crées de la richesse globale pour ton économie, ta communauté, en fait. Parce que quand tu fais ça, c'est notre métier de l'immobilier, les gens, c'est pas de la rente, hein, puisqu'on les crée, les projets. Donc, on fait bosser des entreprises, on fait bosser des jeunes, on fait bosser... Enfin, tu vois, on apporte, je pense, du bien là où on travaille. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on essaye de dépenser notre argent avec élégance en aidant... on a en particulier créé quelque chose avec mon équipe qui s'appelle le Philanthrope, dont on est extrêmement fiers. C'est le premier coworking et incubateur pour la philanthropie. On loue des bureaux absolument somptueux à quasiment rien à des associations et on héberge une centaine d'associations par an. Et on en incube 10, c'est-à-dire que on les forme, on les héberge, elles payent rien, elles ont des profs, etc., etc. Et on les aide elles-mêmes à faire le bien. Donc c'est un espèce d'effet de levier pour la philanthropie. Alors, si vous voulez aller voir le bâtiment, il est juste sublime. Il est au 15 rue de la Bûcherie, c'est juste en face de Notre-Dame. Et on a créé un outil pour ceux qui font le bien. Donc ça, c'est une forme de retour, tu vois, une forme de renvoi d'ascenseur, parce que moi, je me rappelle qu'une de mes motivations, c'était ma sœur non-voyante, qui a été aidée par des dames. Ma sœur, elle est non-voyante, mais elle est prof de droit. Elle est surdiplômée, et elle a fait toutes ses études, en particulier le lycée, dans un lycée de voyants. Donc, tu avais des dames qui venaient lui lire des bouquins. Tu vois. Donc, tu vois, c'est un espèce de give back qu'on trouve important. Donc, moi, je peux encourager qu'une seule chose, les gens qui veulent partir dans l'entrepreneuriat, c'est aller là où vous êtes bon, essayez de faire ce que vous aimez, soyez honnête, et puis, quand vous gagnez plein d'argent, essayez d'en rendre un peu. Parce que ça, c'est la différence entre la France et, par exemple, les États-Unis. Peut-être que je finirai là-dessus. Les États-Unis, le give back, c'est un truc qui est fondamental. En France, on a l'impression que c'est l'État qui doit tout faire. Or, l'État, il peut pas tout faire. Et puis parfois, il faut être proche des gens pour comprendre leurs besoins, en fait. C'est comme moi avec mes clients. Et j'ai un bouquin que je vous conseille qui est la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike, L'art de la victoire. Alors le vrai titre, c'est The Shoe Dog.
Donc c'était le gars qui était obsédé par les chaussures. Et la traduction, c'est l'art de la victoire. Donc tu dis, on va voir la voie royale du patron de Nike, mais en fait, pas du tout. Tu as 500 pages, tu en as 400 où il galère. Tu as le moment où tu as son banquier qui le lâche, où il ne sait pas faire la paye de ses salariés, etc. etc. Et puis à un moment donné, ils font le truc et ils transforment quasiment ils transforment une industrie et même le monde. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, qui aurait pu penser que des sneakers, c'était la chaussure qui serait la plus portée au monde, si tu veux. Même eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Donc, et ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré à l'université de l'Oregon, il a filé 500 millions de dollars à l'université de l'Oregon. Et donc, si tu veux, tu vois, c'est cette espèce de truc des vis ta vie, fais ton parcours, essaie de t'éclater le plus possible, sois honnête, et puis si tu peux, tu rends. Écoute, Philippe, je pense que Mais pas en impôts. Parce que l'impôt, celui-là, tu es obligé de le payer. Tu rends plus de l'impôt. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est très bien de finir là-dessus. Et j'espère que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo ont bien pu profiter de ton expérience et de tes conseils. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci toi aussi. Yes. Ciao, ciao.